Je vais maintenant vous présenter un outil que j'utilise beaucoup voilà, pour travailler notamment la flexibilité. Voilà, j'ai marqué, voilà, ce cours s'appelle les défauts des qualités et les qualités des défauts. Et vraiment, la finalité, c'est vraiment de pouvoir travailler la flexibilité vraiment en apportant de la nuance. Quand on réfléchit bien, une attitude, comme la bienveillance, ou une qualité, comme la gentillesse, ou un comportement, exemple, contrôler le contenu des placards, contrôler sa nourriture, ne sont soit ni bons ni mauvais. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, comme il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. L'idée, c'est plutôt de regarder si le comportement est vraiment adapté au contexte. Et on est toujours dans une logique un peu fonctionnelle. Est-ce que ce comportement, cette attitude, cette qualité incarnée, va donner des conséquences qui sont bonnes pour moi et des conséquences qui sont bonnes sur les autres? Donc ça va être toujours intéressant de pouvoir ramener un petit peu, non pas de se dire, être perfectionniste c'est bon ou mauvais. Être perfectionniste, c'est ni bon ni mauvais, c'est peut-être déjà le niveau de perfectionnisme qui peut poser problème. Et c'est surtout, est-ce que ce perfectionnisme pourrait être adapté au contexte? Est-ce qu'il va donner les conséquences sur moi qui sont bénéfiques et les conséquences sur les autres qui sont bénéfiques? Donc on va toujours être dans ce pragmatisme-là. Hein, vous l'avez compris, que tout au long des cours que vous pouvez suivre en e-learning, la notion est beaucoup mise sur le pragmatisme le plus radical possible et la notion de comment ça fonctionne. Quand on regarde un petit peu l'impact que peut avoir le stress sur nos comportements, sur nos attitudes, généralement, à chaque fois qu'on va être dans le stress, et les émotions de survie, comme la peur, la culpabilité, la honte, l'anxiété, notre cerveau va basculer voilà, dans un mode qui va être un mode, justement le mode de la survie. Et généralement, notre cerveau va perdre toute sa capacité à nuancer les choses. Quand on est dans la survie, ça va être réussi ou loupé. Il n'y aura pas la nuance de c'est un petit peu réussi ou c'est pas si mal que ça va être soit blanc, soit noir. Et on va être dans la tendance aux attitudes, aux comportements extrêmes qui sont, rappelons-le, dans une logique de survie totalement adaptatif. Le combat ou la résignation. Simplement, quand on est dans la logique de changement de comportement alimentaire, ces attitudes extrêmes comme le combat ou la résignation le fight ou le flight ne sont pas les modes les plus adaptatifs. Donc le but de l'outil que je vais vous présenter, ça va être aussi de pouvoir remettre de la nuance et de pouvoir sortir un petit peu de ce mode de la survie. Alors, exemple de situations qui peuvent poser problème, ça peut être soit des comportements, soit des qualités, soit des attitudes qui peuvent poser problème. Par exemple, mettre la pression. Voilà, si une maman a un enfant en surpoids, peut-être que ça va générer du stress chez elle, elle va être anxieuse, elle aura peut-être tendance à lui mettre la pression, et ce niveau de pression, peut-être s'il est trop élevé, va pouvoir être trop problématique. Être gentil, ça peut également être une qualité. Hein, par exemple, une maman qui serait gentille, ça peut plutôt être aidant dans le changement de comportement alimentaire de son enfant, mais être trop gentil, on va le voir, ça peut être aussi quelque chose de problématique. Donc c'est toujours une question de nuance et de justesse. Mettre un cadre. Par exemple, mettre des limites, mettre un cadre, c'est quelque chose d'important, mais vous êtes d'accord avec moi que si ce cadre est trop rigide, ça peut être une prison, et si ce cadre n'existe pas, ça peut être aussi la débandade. Donc l'idée va toujours être de pouvoir accompagner le patient à sortir, voilà, à pouvoir avoir de la nuance et de la flexibilité. Alors, la méthodologie, qu'est-ce qu'on utilise comme, voilà, quelle est la procédure à suivre? Tout simplement, pour chaque qualité, ou chaque attitude, ou chaque comportement qui nous semble en tout cas problématique, d'après ce que le patient a pu nous évoquer, euh, on va construire un axe qui irait de plus 10. Plus 10 c'est le plus haut niveau possible, à moins 10 c'est le plus bas niveau possible. Exemple par exemple sur la gentillesse. Être gentil à plus 10 c'est le plus haut niveau de gentillesse possible. Être gentil à moins 10 on est vraiment dans le négatif, hein, donc on va être à l'opposé de la gentillesse. C'est le plus bas niveau de gentillesse possible. Donc ça pourrait être pour certains la méchanceté. On va demander aussi ensuite au patient de décrire à quoi ça correspond pour lui le moins 10. Et on va faire exactement la même chose avec le plus 10. Donc on va commencer par le moins 10, voilà, c'est quoi, ou le plus 10, d'ailleurs il n'y a pas vraiment d'importance. On va demander au patient de décrire quel est son ressenti, voilà, mettre des mots. Ça serait quoi être gentil, par exemple, à moins 10? Quels sont les mots qui vous viennent?
Ah bah ça serait peut-être être méchant, être négligent, être malveillant. Donc on va vraiment demander au patient de mettre ces mots. Chaque fois que le patient va formuler un mot, on va nous le reformuler. Hein, la reformulation est quelque chose de très important. Et on va lui demander ensuite de nommer les ressentis qu'il peut avoir, les émotions qu'il peut avoir en présence de ces mots-là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites que ça serait être malveillant? Ah ben, c'est où dans votre corps? Hein, vraiment, la notion d'émotion, de pouvoir l'observer corporellement. Ensuite, on va en venir aux conséquences sur soi et les autres. Quelles seraient les conséquences sur vous d'être à ce niveau de gentillesse de -10? Quelles seraient les conséquences sur les autres? Donc on va demander au patient de décrire les conséquences sur soi et sur les autres. On peut de nouveau ramener le patient à ses émotions, à son ressenti quand il décrit ses conséquences. Exemple, si je suis gentil à -10, eh ben, j'oublie les autres, je suis piquant envers les autres. Et ça serait comment pour vous dans votre ressenti d'être gentil à -10? Ah bah ça serait vraiment comme ça me serrerait la poitrine. Voilà. On va toujours ramener le patient à son ressenti. On va ensuite l'amener à décrire des niveaux intermédiaires, par exemple +3 et -3. Une fois qu'on a fait les deux extrêmes, hein, +10, -10. Donc l'idée de décrire les niveaux intermédiaires, ça va être de décrire des attitudes qui sont peut-être plus flexibles, plus adaptées, hein, qui sont donc moins du domaine de la survie et du tout ou rien. On va ensuite demander au patient de définir son niveau actuel. Par exemple, dans votre gentillesse, à quel niveau vous vous situez, pour mettre en avant un éventuel décalage entre le niveau actuel et le niveau souhaité. L'idée étant de pouvoir aussi amener le patient à s'ouvrir au plus petit pas qu'il va pouvoir faire pour réduire cet écart, pour qu'il soit vraiment davantage en cohérence avec ce qu'il souhaite vraiment. J'ai pris l'exemple de Martine. Martine, on est parti d'un comportement, on aurait pu partir d'une qualité, hein, comme la gentillesse, comme on vient de l'évoquer là préalablement. On peut même le faire avec les émotions, comme par exemple la culpabilité. Je pourrais illustrer ça d'ailleurs tout à l'heure. Elle me disait, je contrôle ma nourriture. Elle me décrivait qu'elle était vraiment à contrôler de manière excessive la nourriture, à la fois pour elle, parce qu'elle a des problèmes de poids, mais aussi pour ses enfants qui avaient des problèmes de poids. Donc elle me décrivait que c'était elle, on pouvait envisager chez elle un niveau de contrôle assez élevé. En fait, elle alternait d'ailleurs des moments où elle contrôlait la nourriture de manière excessive, et des moments où elle faisait plus rien, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alors du coup, voilà, comment on va fonctionner? On trace sur une feuille un axe qui va de -10 à +10. Voilà. Puis on va demander tout simplement à la patiente, on va lui poser la question, ça serait quoi finalement le niveau de contrôle au niveau alimentaire de votre nourriture au niveau -10? Alors ce qu'elle m'a évoqué spontanément, c'était tout simplement, bah, ça serait de la négligence, ça serait du grand n'importe quoi. On peut même aller plus loin, à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce qu'il y aurait dans vos placards? Bon là, il y aurait vraiment que des chips, des bonbons, ça serait vraiment n'importe quoi. Donc on va vraiment à la fois demander à la patiente d'évoquer ses mots, son ressenti, on peut même lui faire décrire un petit peu à quoi ça ressemble. Et à chaque fois qu'elle va évoquer ses mots, son ressenti, on va toujours reformuler. Ah, de la négligence. Ah, le grand n'importe quoi. Et ensuite, on va revenir aux conséquences sur soi. Avant cela, pardonnez-moi, c'est aussi ramener le patient à son ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment en vous avec ce mot négligence, grand n'importe quoi? Ah, je me sens mal, je me sens la poitrine serrée. Ok. Parce que les émotions nous parlent aussi de ce qui est bon pour nous, hein, tout simplement. Et ensuite, on va l'amener aux conséquences sur soi. Quelles seraient les conséquences d'avoir ce tel niveau de contrôle dans votre alimentation, le niveau le plus bas, -10? Ah ben j'aurais le sentiment de ne pas faire mon job. Ok, c'est ce qu'elle nous dit. Donc de nouveau, pour formuler, ouais, de ne pas faire votre job. Et quelles seraient les conséquences sur les autres? Ben, tout le monde mange n'importe quoi à la maison, ça serait ça les conséquences, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites ça? Ah bah, j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout ce que je veux. Ok. Ensuite, on va faire la même chose avec +10. À quoi ça pourrait ressembler, contrôler votre alimentation au niveau +10? Ah bah ça serait vraiment de l'hyper-contrôle, ça serait vraiment du stress. Elle m'a utilisé, voilà, ces mots-là, tout est bridé. C'est comme un combat, il n'y aurait plus de souplesse. Voilà. De nouveau, on la ramène à ses ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, avec ces mots-là? Ça serait quoi votre ressenti physique, émotionnel? Ah bah ça serait comme tout contracté, vraiment comme si les mâchoires se serraient. Très bien. Et ensuite, on en vient toujours, voilà, aux conséquences.
Quelles seraient les conséquences sur vous, finalement? Bah, ça serait vraiment de la lutte, du stress. Je pense que je craquerais car c'est trop dur. D'accord. Et quelles sont les conséquences, quelles pourraient être les conséquences sur les autres? Bah, ça serait des tensions à la maison, ça serait des combats permanents, ça serait un combat permanent, puis il n'y aurait plus de convivialité, il n'y aurait plus de plaisir. De nouveau, on peut la ramener à son ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites tout ça? Ah, physiquement, là, émotionnellement. Ah, je sens de nouveau ma mâchoire qui se serre, les poings qui se serrent, comme un stress. Voilà. Donc là, on a identifié les deux extrêmes. Après, on peut aller voilà, sur l'interroger, par exemple, à quoi ça ressemblerait avoir un niveau de contrôle à 3. Là, c'est intéressant parce que vous le voyez bien, tout émerge du patient. On n'est pas là en train de lui donner un cours de nouveau. C'est vraiment d'aller chercher en lui ses ressources, ses capacités à savoir aussi ce qui est bon pour lui. Donc ça, j'aime beaucoup moi travailler comme ça. Moi, j'ai horreur de donner des cours aux patients, de leur expliquer comment faire, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce que je pense qu'en nous, on a tous cette capacité-là, voilà. Et cet outil est une belle illustration à reconnaître, à savoir un peu ce qui est bon pour nous, ce sont les bonnes attitudes pour nous, les bons comportements. Donc là, voilà, je pose la question à cette patiente, ça serait quoi le niveau 3? Mais on mange bien, mais c'est plus souple, voilà. Par rapport au plus 10, elle me dit on mange bien, voilà, mais c'est plus souple. Elle m'évoque même le bon niveau. Alors moi, je me permets de lui reformuler, ah, ça serait le bon niveau. Ok. Donc de nouveau, je lui parle de ressenti, ah, ben j'aurais vraiment l'impression en termes de ressenti que ça serait plus paisible en moi. Ok, super. On en vient ensuite, vous l'avez compris, aux conséquences qui sont toujours envisageables sur soi. Bah, j'aurai le sentiment de faire ce qu'il faut, en manger avec plaisir, sans manger n'importe quoi pour autant. Super. Et quelles seraient les conséquences sur les autres? Bah, l'ambiance serait peut-être meilleure à la maison et on préfère des écarts de temps en temps. Ce serait plus souple. Ok, super. De nouveau, qu'est-ce que vous ressentez quand vous connectez ça? Ah bah je sens que c'est bien, que c'est le bon niveau, je me sens en paix avec ça. Alors ensuite, on en vient, voilà, une fois qu'on a exploré vraiment les extrêmes, les niveaux plus flexibles, que le patient nous a apporté tout le matériel, hein, on va lui poser la question du niveau actuel. Donc là, actuellement, cette patiente, euh, Martine, elle m'évoque son niveau actuel de contrôle au niveau de la nourriture dans son ressenti, hein, c'est une échelle bien sûr subjective, et de 6. Je lui ai dit, bah, finalement, ça serait quoi le niveau souhaité là, si c'est vous qui pouviez choisir? J'insiste bien. Si c'est vous qui étiez aux commandes, si c'est vraiment vous là qui pouviez décider, bah, ça serait le niveau 3. Ok, très bien. Donc là, on va toujours reformuler aussi. Voilà, aujourd'hui c'est le niveau 6, mais vous, si vous pouviez vraiment choisir, ça serait plutôt le niveau 3, ça serait plus souple. Alors maintenant, on va poser la question des actions pour réduire l'écart. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour réduire cet écart? Qu'est-ce qui vous semblerait bon pour vous pour réduire cet écart? Là, l'idée n'est pas d'imposer un comportement, mais simplement de créer une ouverture à du changement. Alors elle me répond, même si elle ne me répond pas par un comportement, mais plus par une attitude, je me suis permis de le noter parce que ça me semblait fonctionnel, c'est d'admettre que tout ne peut pas être parfait tout le temps et de ne pas mettre autant la pression. Très bien, donc je l'ai vraiment valorisé pour ça. Et ensuite, autoriser un repas plus fun dans la semaine en impliquant les enfants. Donc voilà, la patiente d'elle-même, elle évoque un niveau de souplesse qui est plus élevé. Voilà. Donc ça c'est un outil assez simple hein, qu'on peut utiliser en 5 minutes, 10 minutes au cabinet. On pourrait même l'utiliser voilà, à chaque fois on l'a évoqué tout à l'heure quand j'ai un petit peu fait la petite illustration par exemple avec la gentillesse, en quoi ça pourrait poser problème. Il y a des patients par exemple qui sont trop gentils donc du coup ils ne savent pas mettre leurs limites. Voilà. Et donc du coup c'est le vrai bazar dans leurs émotions. On peut même l'évoquer même pour voilà, des comportements. Là on a pris l'exemple de contrôler la nourriture. Ça pourrait être également utilisé pour les émotions. Exemple la culpabilité. Par exemple, avoir un niveau de culpabilité à -10, ça serait peut-être se laisser aller, ça serait peut-être ne plus avoir de limite. Avoir de la culpabilité à +10, ça serait peut-être être dans se prendre la tête en permanence. Puis peut-être le niveau adapté de culpabilité pourrait peut-être être intermédiaire. Euh, et là, ça peut surtout permettre aux patients d'établir des comportements et des attitudes qui vont être plus adaptatifs, quoi. L'idée, c'est pas, voilà, l'exemple de la culpabilité est assez intéressant, c'est que la culpabilité est ni bonne ni mauvaise, c'est finalement les actions qu'on va mettre en place et leur niveau de flexibilité. Donc un outil de coaching assez simple, un outil d'accompagnement assez simple que personnellement j'utilise tous les jours.
Je résume les étapes, voilà, mettre en avant les deux extrêmes, moins 10, plus 10, moins 10, d'écrire en termes voilà, avec les mots du patient, le moins 10 et le plus 10, utiliser bien les mots du patient, reformuler, parler des émotions, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, voilà, le ressenti associé, que ça soit vraiment émotionnel, parce que la conviction que j'ai, beaucoup de psychologues, des chercheurs sur les émotions, de chercheurs sur le changement, sont maintenant aujourd'hui persuadés que le changement n'est pas quelque chose qui fait appel à l'intellect, mais davantage au tripes, au ressenti, donc c'est très important de pouvoir connecter le patient à ça. On change parce qu'on ressent que c'est profondément bon pour nous de changer, et c'est plutôt quelque chose de viscéral que d'intellect. Donc on en vient aux conséquences sur soi, sur les autres, voilà, on va être pragmatique, hein, est-ce que ça marche? Et puis décrire voilà, des niveaux intermédiaires, et ensuite réduire le décalage entre le niveau actuel et le niveau souhaité, pour s'ouvrir aux plus petits pas pour réduire l'écart. J'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous a été intéressant, qu'il vous sera surtout utile dans votre pratique quotidienne. Passez une très bonne journée, c'était Florian Safer.